Un demi-siècle d'innovation dans la formation professionnelle, le podcast créé à l'occasion des 50 ans des Greta. Pour ce troisième épisode de notre série, nous accueillons Jean-Pierre Willems. Consultant en ressources humaines, il travaille depuis plus de 35 ans dans le champ de la formation professionnelle. Il est l'auteur du chapitre « 50 ans de formation professionnelle ou presque » dans le grand livre de la formation. Il porte un autre regard sur l'histoire de la formation professionnelle, de la loi Delors à la réforme de 2018 et délivre quelques conseils pour les années à venir. On fait débuter le système de formation tel qu'il a existé aujourd'hui. Il y a eu des prémices, mais on le fait débuter dans les années 70, notamment avec la loi Delors en 71. Mais en fait, au-delà des textes réglementaires ou législatifs, ce qui est intéressant, c'est de regarder les dynamiques. On a eu la création de ce système-là en 71, c'est pas par hasard, c'est les suites des négociations post-mai 68, et la dynamique qui a existé, en fait, le champ de consensus qui a existé à cette époque-là, c'était entre ce qu'on peut appeler la deuxième gauche, donc plutôt issue de mai 68, et de l'autre côté, les cathos sociaux, c'est-à-dire la part si vous voulez, de centre-droit qui était au gouvernement, Georges Pompidou, Jacques Delors, qui illustrent très bien cette tendance-là, et qui se sont retrouvés sur l'idée d'émancipation de l'individu, de progrès social accompagnant le progrès économique, et qui avait également un credo, c'est que l'État ne devait pas agir seul, et donc ils ont fait le choix de déléguer aux partenaires sociaux la gestion du système de formation, alors par conviction, d'une part, mais aussi par contexte, puisque en 71, le taux de chômage était à 4%. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de chômage. Aujourd'hui, les économistes mettent le plein emploi à 5%. Donc on a aussi considéré que ça relevait des partenaires sociaux parce que c'était principalement des questions de formation des salariés. Dans les entreprises, on avait eu les 30 glorieuses et donc beaucoup de personnes qui avaient accédé à des fonctions sans avoir forcément les diplômes correspondants. C'est par la promotion interne, par l'évolution dans l'entreprise, par le développement de compétences et par des pratiques de formation plus ou moins formalisées qu'ils avaient progressé. Et donc, on a senti le besoin de mettre en place quelque chose d'un peu plus organisé au début des années 70. Et ce système-là, on peut en dater la fin de manière assez précise, elle est récente, puisque le changement de paradigme s'est fait en fait avec la réforme de 2018. C'est-à-dire que de 71 à 2018, grosso modo, l'État a délégué aux partenaires sociaux, alors avec de plus en plus d'ingérence et de régulation des dispositifs et de la défiance qui s'est créée vis-à-vis des partenaires sociaux. Mais en 2018, on a vraiment eu une rupture en disant on est arrivé au bout du bout d'un système, ce qu'il avait à produire de valeur ajoutée, c'est fait, c'est produit, et maintenant, on n'a plus que les inconvénients, donc il faut l'envisager de manière un petit peu différente. Voilà pour le décor. Avant de revenir sur la réforme de 2018, Jean-Pierre Willems détaille les objectifs que portait la formation professionnelle à ses débuts dans les années 70. On pourrait dire qu'il y en avait deux, en schématisant un tout petit peu. La première, et c'est dans le droit fil de ce que j'appelais l'émancipation individuelle, l'appui à l'autonomie des individus, c'est qu'on a très tôt, et on en voit encore les résultats aujourd'hui, on a très tôt voulu créer en France, contrairement d'ailleurs à ce qui s'est passé dans d'autres pays en Europe qui n'ont pas accès de la même manière à le développement de leur système, nous, on a eu une approche de développement d'un droit individuel. Alors ça s'est traduit par la création d'un congé formation dès la loi de 71, par le développement de ce congé formation en 82, encore dans le cadre, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir et dans le cadre d'une négociation d'un congé individuel de formation qui aura vécu près d'une quarantaine d'années et qui a alors peut-être plus marqué les esprits que d'ailleurs, même s'il a permis de belles réussites, mais il faut rappeler qu'au plus haut de sa forme, le congé individuel de formation, c'était 40 000 personnes par an. Le secteur privé, c'est 20 millions de salariés. Donc,
c'était pas un dispositif quantitativement très opérant, mais qualitativement et dans ce qu'il a ancré dans la culture de la formation, la reconnaissance d'un droit individuel, ça a été un marqueur très important. Donc ça, c'est le premier pilier. Et il y en a un second, c'était qu'il fallait accompagner le développement des compétences et les montées en compétences en entreprise, et qu'on a fait le choix, pour cela, de la mutualisation, et notamment de la mutualisation paritaire, c'est-à-dire d'un système de contribution des entreprises géré à l'extérieur avec un appui au développement de la formation. Alors, ce système-là, qui a rompu l'isolement de chaque entreprise sur les sujets de formation, a eu de grandes vertus. Ça a permis de généraliser, par exemple, les budgets formation dans les entreprises. Ça a permis de créer la fonction formation. Ça a créé aussi, parce qu'il y avait de la ressource, un marché de la formation. Donc ça a puissamment contribué à développer le système jusqu'au moment où ça s'est un petit peu retourné. C'est-à-dire que la formation est devenue, comme on avait un levier financier, est devenue la formation dans la limite du budget disponible. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un financement qui est un moyen pour des projets, c'est devenu un point de départ. Et je fais en fonction du budget qui m'est attribué, etc. Donc ça a créé un petit plafond de verre. Et ça a eu un autre inconvénient, c'est que quand on finance de la formation, il faut qu'on s'assure que ce que l'on finance est bien de la formation et qu'on ne finance pas n'importe quoi. Ça peut paraître vertueux. Ça a quand même un inconvénient, c'est que ça a rigidifié ce que l'on entend sous le terme formation. Et finalement, ça a longtemps contenu la formation dans, en gros, le stage, ou la formation de type théâtral, unité de temps, de lieu d'action. Et ça n'a pas forcément fortement contribué au développement de formats pédagogiques nouveaux. Alors, tout ceci est en train d'exploser, mais on a eu pendant très longtemps une sorte de sacralisation de l'objet formation, où le moyen a parfois pris le pas sur les fins. C'est-à-dire qu'on a parfois perdu de vue la finalité au profit de la formation, c'est bien. Et on n'a pas besoin de regarder les résultats. Si on envoie les gens en formation, c'est bien. Plus on a de personnes en formation, mieux c'est. Peu importe si ça sert à rien, si la formation n'est pas de qualité, si on n'en a aucun usage. On a mis la focale énormément sur la formation et assez peu, finalement, sur sa valeur ajoutée, qui est à la fois sociale et économique. C'est-à-dire qu'on contribue à la fois au développement de l'individu et à l'outiller sur le marché du travail et dans son parcours individuel, et on contribue aussi au développement de l'activité. Revenons à présent sur 2018, année charnière pour la formation professionnelle. Jean-Pierre Willems explique, selon lui, en quoi a consisté la bascule. Le système s'est essoufflé, et notamment le paritarisme, qui a longtemps été une source d'innovation, qui a des réalisations très intéressantes à son actif, n'arrivait plus à enclencher de dynamique nouvelle. Et donc, c'est un peu l'acte de décès d'un système qui a duré pendant 50 ans. Et comme pour l'origine, il faut regarder c'est quoi la dynamique qui s'instaure en 2018. Est-ce que c'est simplement on tire les fruits du passé, ou est-ce qu'il y a une dynamique ? Et il y a eu une dynamique qui était, le droit individuel, c'est un acquis, mais 40 000 personnes par an, c'est trop peu. Et donc, on ne peut pas bâtir là-dessus véritablement du développement de compétences. Donc, il faut basculer sur le CPF. Alors, il était déjà créé, mais pas de la manière dont il fonctionne aujourd'hui. Donc, il faut qu'on ait vraiment un dispositif qui permette de toucher un grand nombre de personnes et qui permette, au-delà de faciliter l'accès à la formation, qui permettent d'ancrer la culture chez chacun que la formation, c'est son affaire. Puisqu'on a eu quand même, pendant 50 ans, la logique, quand je veux me former, certes, j'ai le droit individuel, mais dans la plupart des cas, c'est l'entreprise qui doit prendre en charge ma formation. Et donc, beaucoup de salariés qui soit se reposaient sur l'entreprise, soit la questionner en lui disant « je souhaite me former », etc., mais n'avaient pas d'alternative, ou très peu, quand l'entreprise ne partageait pas le projet. Donc, le compte personnel de formation, c'est une manière de donner à chacun les moyens de réfléchir et de s'intéresser. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est passé d'un système d'heures à un système d'euros, en disant « ça va attirer beaucoup plus l'attention ». Oui, bien sûr, ça a fonctionné. Et donc, il y avait cette dynamique-là, et il y en avait une seconde,
qui reposait sur un diagnostic qui est extérieur à la formation, puisqu'encore une fois, la formation est un moyen. Et le constat est assez simple, c'est qu'en France, moins on a de diplômes, plus on a de chances d'être au chômage, si je peux dire. En tout cas, plus on a le risque d'être au chômage. Et moins on acquiert de diplômes, et plus ce chômage risque d'intervenir à toutes les étapes de la vie. Sachant que le chômage des jeunes et le chômage on va dire des seniors, sont les deux catégories les plus visées. Le chômage est moindre sur la catégorie, en gros, 30-45 ans. Et donc, pour répondre à ça, l'État a fait le choix d'une réforme profonde de l'apprentissage qui donc porte ses fruits dans la mesure où on a aujourd'hui, alors pas simplement 1 million de jeunes contre 300 000 précédemment qui passent par l'apprentissage, en soi c'est un bon résultat, mais ce qui me paraît le plus vertueux, c'est de s'appuyer sur un dispositif pédagogique, l'alternance, qui incite et même qui oblige des mondes qui parfois s'ignorent à travailler ensemble. Le monde de la formation, le monde de l'éducation sont parfois un peu clos sur eux-mêmes, et le monde de l'entreprise, on pourrait exactement faire le même constat. Tout le monde est dans sa logique propre, etc. Et l'avantage ou la valeur ajoutée d'un système comme l'alternance, c'est que ça oblige à aller regarder d'un peu plus près ce qui se passe dans un monde qui n'est pas le sien. Alors oui, il y avait cette dynamique-là, elle a duré 3 ans, et aujourd'hui, elle n'existe plus. Ce qui est problématique, puisque aussi bien sur le CPF que sur l'apprentissage, l'essentiel des débats que nous avons aujourd'hui sont des débats financiers. Ça coûte cher, c'est pas soutenable, etc., etc. Et la question de départ qui en 2018 n'était pas problématique en disant s'il y a bien un investissement qu'il faut faire, c'est l'investissement éducatif parce que c'est celui qui finalement est le plus rentable sur le long terme économiquement et socialement, donc c'est bien celui-là qu'il faut privilégier, c'est une des priorités du quinquennat. Eh bien on a plus de discours aujourd'hui, donc on a des choses qui continuent à fonctionner, mais j'allais dire sans avoir la puissance ou l'impact que l'on a quand on est soutenu par une volonté très claire et que l'on sait où on va. Là, on a l'impression que le système a été lancé, il continue un peu sur son élan, mais on ne voit pas la dynamique qui pourrait le porter dans les années à venir. On a une difficulté, c'est que donc le système paritaire, on a considéré qu'il était arrivé à bout de souffle, l'État reprend la main. Alors, pourquoi pas, très bien, puis c'est lui qui peut dégager des moyens pour l'investissement éducatif, donc parfait, sauf que ça laisse plus d'espace aux partenaires sociaux, et on voit d'ailleurs dans la dernière négociation sur les reconversions l'incapacité de réenclencher des dynamiques au niveau paritaire, puisqu'on n'arrive pas à faire des accords sur des sujets. Le sujet des reconversions est quand même pas un sujet si compliqué. Les partenaires sociaux auraient pu se mettre d'accord sur ce sujet-là. Ils n'y sont pas arrivés. C'est assez symptomatique. Mais en même temps, quand vous retirez les responsabilités, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens soient en capacité de faire des innovations sur commande ensuite. Et comme les partenaires sociaux ne sont plus porteurs de cette dynamique, il nous reste l'État. Et l'État, comme il n'a plus aujourd'hui une politique clairement affichée, mais qu'il est plutôt en continuité de ce qu'il a initié il y a 5 ans, mais sans avoir un cap et un objectif clair, on est dans une phase, effectivement, où il nous manque peut-être une colonne vertébrale pour donner un cap sur qu'est-ce qu'on veut faire dans le champ de la formation dans les années à venir. Alors, par ailleurs, et ce sera plutôt ça ma version un peu plus optimiste, attendre que ça vienne d'en haut n'est pas forcément non plus la seule solution. Or, on voit dans le champ de la formation des pratiques, des acteurs qui ont de multiples initiatives, etc. Bon, il n'y a pas grand monde pour les fédérer, mais ça n'empêche pas qu'elles existent. Et puis, sous l'effet, alors, à la fois de la demande des individus, des manières, vous savez, on a beaucoup parlé du nouveau rapport au travail, de la manière dont les gens voulaient mettre du sens dans leur activité, etc. On a assez peu parlé d'un nouveau rapport à la formation. Et pourtant, c'est assez étrange de se dire que le rapport au travail évolue, mais qu'on aurait toujours le même rapport à la formation. Voyez ? Et donc, on a des rapports à la formation qui évoluent aussi. Les gens n'ont pas forcément les mêmes attentes par rapport aux manières de se former, par rapport aux objectifs qu'ils pourraient poursuivre. Et
On voit, alors sous l'effet de la technologie aussi, les possibilités de formation sont aujourd'hui bien plus larges que ce qu'elles étaient. On a des modalités de formation qui se développent à la vitesse grand V. Et donc je pense que l'innovation, peut-être qu'il faut l'attendre demain davantage du terrain que d'initiatives descendantes qui viendraient d'en haut, puisque les partenaires sociaux ne nous montrent pas de capacité particulière à reprendre la main et à être innovants, et l'État est engagé là, au moins pour quelques années, dans une logique purement financière qui ne fait pas une politique. Lorsque la formation continue s'est développée au début des années 70, l'éducation nationale s'est posé la question. Est-ce que nous restons sur le champ de la formation initiale ou est-ce que nous investissons le champ de la formation continue ? On a eu une circulaire d'ailleurs du ministère à l'époque pour créer les GRETA, pour dire non, il faut y aller, il faut créer les GRETA. L'argument principal qui était donné, c'était pas il y a un marché, il faut qu'on s'y intéresse, c'était si l'éducation nationale a un rôle à jouer en matière de formation continue, c'est parce que c'est aussi le moyen de faire évoluer ces pratiques, y compris en formation initiale. C'est-à-dire qu'on attendait de la formation continue qu'elle soit aussi, pour l'éducation nationale, le moyen de re-questionner ces pratiques. Alors je pense que ce chemin-là s'est fait pour partie, mais malgré tout, le lien entre la formation continue et la formation initiale, c'est quelque chose qui a vocation à se renforcer. Voilà. Donc ça permet de rester fidèle aux origines, tout en ayant une action ici et maintenant. Cet épisode est terminé. Merci à Jean-Pierre Willems, notre invité. Un demi-siècle d'innovation dans la formation professionnelle est un podcast créé à l'occasion des 50 ans des GRETA.